Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de l'émission Plateau de la semaine. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Question de l'emploi, question essentielle pour le gouvernement et ses partenaires qui suppose la recherche de plusieurs voies. L'orientation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat, tout ceci par un accompagnement des jeunes à travers le financement et l'encadrement. Pour relever ce défi et réduire significativement le chômage, l'État se dote de certains outils, notamment les IMT, informations sur le marché du travail. Ces informations fiables, régulières et suffisamment détaillées permettront d'intensifier les actions de promotion d'emploi et de formation au niveau local. Pour ce faire, une enquête sectorielle a été réalisée dans 6 villes du Togo. Quels sont les résultats de cette enquête? À quoi vont servir ces résultats? Et surtout, que faire concrètement pour réduire considérablement le taux de chômage dans le pays? Pour en parler, nous recevons 2 invités. Monsieur Edmond Amousso, DG de l'Agence nationale pour l'emploi ANP, à ma gauche, que je ne vous présente plus d'ailleurs, et monsieur Nabil Mokhtar Sangbana, conseiller technique national de GOPA GIZ, à ma droite. Bonjour, chers invités. Bonjour. Et merci d'être là. Voilà. D'abord, on va planter le décor en dressant la situation du chômage et du sous-emploi dans le pays. Monsieur le DG, quel est le tableau? On peut donner quelques éléments de ce tableau, notamment que le sous-emploi et le chômage cumulé fait 28%. Donc, ça voudrait dire, en termes très simples, que pas loin du tiers de la population en âge de travailler ne travaille pas, ou la difficulté et se débrouille. Vu comme ça, on peut indiquer que c'est des taux, mais quelle est la réalité qui se cache derrière? La réalité, c'est que les gens ont la difficulté à trouver des emplois décents. Le taux de sous-emploi est de 24%. Ça a diminué un peu, mais ça voudrait dire que nous avons une partie de notre économie dont 80% constituent les emplois informels, où les salaires les plus dégradants, les plus minables et les conditions de travail ne sont pas réunies. Et donc voilà un peu ce côté macroéconomique. La question de l'inadéquation est encore au rendez-vous. Nous avons au-delà de 1,5 million à 2 millions de personnes qui ont des profils inadaptés aux besoins du territoire. Voilà. On reviendra un peu plus tard sur l'inadéquation emploi-formation. Mais monsieur Sangbana, vous êtes dans le domaine. Quand on dit emploi décent, qu'est-ce qu'on met dedans? Un emploi décent, c'est un emploi qui permet à la personne qui l'exerce de vivre convenablement. Alors, c'est très variable et ça dépend également de l'environnement socio-économique dans lequel la personne vit. Un emploi décent à Lomé n'est pas le même qu'un emploi décent à Dapaon ou à Sokodé. Est-ce que la personne arrive à vivre correctement de ses revenus? Oui, un emploi décent. Non, un emploi qui n'est pas décent. Il y a également la façon dont la personne travaille. Est-ce que c'est un emploi temporaire? Si la personne travaille de temps en temps, même si le revenu est bon, ce n'est pas un emploi décent. Voilà en quelques mots comment on peut résumer tout ça. Voilà. Donc ce n'est pas un rapport emploi-revenu. Exactement. Voilà. Je reviens à vous, monsieur le DG. Plusieurs projets depuis une dizaine d'années pour la promotion de l'emploi, surtout des jeunes au Togo. Alors, qu'est-ce que ces projets ont concrètement donné? Oui. Avant 2010, particulièrement en 2011, on n'avait pas d'institution qui adressait la question. En dehors du ministère chargé de l'emploi des jeunes et de la jeunesse, on a vu rapidement la mise en place l'Agence nationale pour l'emploi, qui maille tout le territoire. Toutes les grandes villes, les 6 et 5 points de Lomé, ont des points sur lesquels les jeunes et les moins jeunes désirant travailler peuvent s'adresser, avoir des services professionnels et des programmes qui permettent de régler la question. Sur le champ de l'entrepreneuriat, nous avons vu arriver le Fayège, ensuite un autre projet qu'on appelle le PADEB, c'est-à-dire les gens autour de 40 ans avec les ressources que la BEAD a mis à la disposition du pays. Ça a permis de régler d'aborder la question de l'entrepreneuriat
Et puis on a eu pour les plus pauvres sur le territoire, FNFI et toute la côte. Et puis n'oublions pas que le côté volontariat, sur lequel beaucoup de ressources ont été mises. Et bon, tous ces programmes, au bout de 7 ans, sont en interrogation. Et parce que la plupart sont des programmes ad hoc. C'est-à-dire, dans notre jargon, on considère que c'est l'économie qui doit donner la réponse. Quand l'économie ne donne pas vite la réponse, on rentre dans un engrenage difficile. Et donc, il est bon de les évaluer à l'aune de l'émission des quelques difficultés des jeunes eux-mêmes. Imaginons que les jeunes qui ont fait 5 ans sur nos programmes commencent par faire des conférences de presse en disant l'autorité recrutez-nous, recrutez-nous. Ça nous permet d'évaluer, parce que nous abordons le plan national de développement pour les prochains horizons. Donc il est important de faire le point. Mais on peut conclure à cette étape que ces programmes ad hoc ne peuvent pas donner les résultats qu'on espère. Il faut creuser, approfondir et mettre d'autres choses sur la table. Et là, on a les outils, on a les moyens, avec la volonté du gouvernement, d'avancer rapidement et mieux. Alors, monsieur Sangbana, voilà. Quand on dit chômeur aujourd'hui, qui est concerné? Est-ce que je fais du CP1 au CM2, je suis à la maison, je suis chômeur? J'ai jamais mis pied à l'école, j'ai suivi une formation en mécanique au bord de la route, je suis chômeur. Qui est appelé chômeur? Parce que tout le monde dit qu'il est chômeur aujourd'hui. Les chômeurs, ça concerne un peu tout le monde. Le chômage est lié à l'emploi. Ce n'est pas une question de niveau d'études, ni une question de formation professionnelle, non. C'est une question de travail. Est-ce que la personne travaille? Tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur l'emploi décent. Est-ce que la personne travaille de façon quotidienne et est-ce qu'elle a un emploi décent? Si oui, la personne n'est pas chômeur. Sinon, la personne est chômeur. Voilà. J'ai aucune formation, je n'ai pas un niveau d'études élevé. Comment je peux travailler? On travaille. Il suffit d'avoir une occupation qui va avec. Dans les villes à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais suivi de scolarité, mais qui travaillent. Parce qu'ils sont obligés de trouver une solution pour vivre. Et évidemment, il est mieux d'avoir une formation, d'aller à l'école pour pouvoir trouver un travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une garantie. L'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions adaptées à tout le monde, à l'ensemble de la population, à la fois ceux qui sont scolarisés et qui sont instruits, et ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, en attendant que tout le monde puisse avoir un niveau de scolarité qui soit à la hauteur. Voilà. On en vient maintenant à l'actualité de cette semaine, qui est l'atelier de partage des résultats de l'analyse sectorielle dans 6 villes du Togo. Monsieur Amoussou, comment justifiez-vous la tenue de cet atelier en ce moment même à Lomé? Oui, nous sommes à la recherche permanente de solutions. Voilà un outil technique que nous avons observé en France, en Belgique, au Canada, mais en Afrique, au Maroc. Cet outil, avec un clic sur l'ordinateur, la tablette ou les téléphones, de façon imagée, vous permet, dans une ville, dans une région, de savoir quels sont les métiers pour lesquels on recherche des gens à travailler. Quelles sont les qualifications requises, quel est le système de formation, mais particulièrement les emplois qui vont marcher et ceux-là qui ne vont pas marcher, ceux qui sont en panne. Mais aussi au niveau des acteurs, quels sont les secteurs porteurs. En ce moment, celui qui est à Baguida, qui se plaint de ne pas trouver, si on lui dit qu'on a ouvert une mine dans la région des Savanes, qu'on va avoir besoin de conducteurs en grand nombre, il va être à l'aise pour solliciter cette mobilité. Donc voilà les éléments qui nous permettent d'apporter un nouvel outil dans ce système. Parce que qui a la bonne information, le pouvoir de décider et de s'orienter. Donc en termes schématiques, voilà ce qu'on peut dire sur ce nouvel outil que nous appelons information sur le marché du travail. Alors, Monsieur Sangbana, c'est vrai, la rencontre s'est tenue jeudi dernier, donc à Lomé. De quoi était-il concrètement question? Qui sont ceux qui se sont retrouvés à cette rencontre-là? Alors, l'IMT, nous avons réalisé cette enquête qui nous a donné un certain nombre d'informations sur ce qui se passait dans nos villes. Il était question d'appeler dans un premier temps l'ensemble des acteurs au niveau national, de l'emploi, mais également de l'entrepreneuriat, de la recherche de solutions pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. C'est à eux que nous avons donné une première information sur ce qui a été réalisé et les résultats que nous avons obtenus. C'est ce qui s'est passé le jeudi à Lomé.
Pourquoi une enquête dans civil du Togo? Quels sont les critères sur lesquels vous êtes basé pour choisir ces villes-là? C'est simple. La coopération allemande était présente dans 3 villes. Séville, Palimé, Sokodé. Le 8 mai dernier, avec la demande et l'accord des 2 gouvernements allemands et togolais, il y a une extension sur Kara, Tapamé et Dapan. Donc ce sont ces villes dans lesquelles la coopération allemande est présente, sur lesquelles on travaille. Voilà le critère. Et vous allez dire, et les autres? Et les autres? Ça vient vite. Ça vient vite parce que nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser l'ensemble des acteurs de partenariat. Pour Lomé, par exemple, le Grand Lomé qui comporte 90% des entreprises formelles du pays n'a pas encore eu de réponse. Nous cherchons les ressources pour faire le Grand Lomé et les grands secteurs logistiques, portuaires, aéroportuaires, etc. Donc les autres villes, dans leur périphérie aussi, qui avec un caractère de ruralité d'agriculture intense, utilisant 40% de la population et au-delà, nous devons donc les adresser aussi. Mais ça vient vite. Voilà. Et parlant de l'enquête elle-même, en quoi a-t-elle consisté? Alors l'enquête, d'abord, si vous permettez, je vais vous parler du programme Profopej, qui est un des programmes spécifiques de la coopération allemande. C'est le programme de formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Donc, comme son nom l'indique, le Profopej est un programme qui a été demandé par le gouvernement togolais au gouvernement allemand pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir accompagner le gouvernement à améliorer la formation professionnelle et à trouver des solutions idoines à l'emploi des jeunes. Donc, pour ce faire, il faut avoir l'information. Quelle formation faut-il mettre en place, concrètement? Je veux dire, on ne va pas venir mettre une formation juste pour mettre une formation. Nous devons aller sur le terrain, comprendre les besoins des populations afin de décider des programmes, des formations qui vont être mises en place. Il en va de même pour l'emploi des jeunes, qui est son corollaire, dans la mesure où, si vous faites une formation à un jeune, vous devez être sûr que ce jeune va pouvoir s'insérer dans le monde du travail. Donc l'enquête a consisté à aller chercher toutes ces informations dans les villes pour pouvoir mettre en place des informations à la disposition du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui est l'un de nos partenaires avec le ministère du développement à la base, pour prendre des décisions sur la suite à donner à leur politique de formation au Togo. Voilà, donc vous êtes allé sur le terrain, mais quelle a été la réalité que vous avez rencontrée sur le terrain avant de démarrer l'enquête? Alors, le premier constat que je peux faire, il y en a 2. Le premier constat d'abord, c'est qu'il faut qu'on rende hommage à nos populations parce que, vous savez, dans les villes, il n'y a pas d'entreprise en tant que telle. Il n'y a pas de grosses structures qui embauchent. Les populations sont obligées, à un moment donné, de trouver et de créer leur emploi. Et elles le font avec courage et abnégation. La plupart des gens que nous avons rencontrés ont plusieurs activités, 2, 3, 4. Mais ce sont des micro-activités. Et ils se débrouillent comme ça pour pouvoir vivre. Ça, c'était le premier constat. Ensuite, nous avons remarqué que au niveau national et dans l'ensemble des villes, il y a une vraie recherche de la part des populations d'aller de l'avant. C'est une façon pour eux de ne pas attendre qu'on vienne leur donner un petit peu les choses. Ça, c'est la situation que nous avons constatée sur le terrain. Je reste encore avec vous, M. Sangbana. Quelle a été la démarche adoptée sur le terrain pour avoir les informations que vous avez ramenées? La méthodologie était très simple, madame. Nous avions 2 objectifs assez concrets. Le directeur en a parlé tout à l'heure. C'était d'identifier les métiers porteurs dans les villes, d'identifier les entreprises en difficulté, celles que nous allons pouvoir accompagner par la suite, de trouver les métiers émergents. Donc, pour ce faire, nous avons pris l'option, c'est un parti pris, d'aller rencontrer chaque entreprise que nous trouvions. Alors, quand je parle d'entreprise, vous l'avez compris, nous parlons des activités génératrices de revenus. Donc, nous avons formé une équipe multidisciplinaire constituée de 2 agents de l'ANPE, 2 agents du CENIOPS, un agent de la Chambre des métiers et un agent de la Chambre de commerce. Avec cette équipe multidisciplinaire qui a été formée à enquêter, nous sommes allés sur le terrain et nous avons procédé à la méthode de l'escargot. Ça veut dire quoi concrètement? La ville est quadrillée
Et nous visitons les axes principaux. Et à chaque fois que nous rencontrons une activité génératrice de revenus, nous nous posons devant elle et nous administrons le questionnaire. Il y a eu 17 280 questionnaires qui ont été administrés sur les civils. Nous n'avons pu exploiter malheureusement que 16 802 questionnaires. Donc on a une déperdition d'à peu près 400 questionnaires. Mais quand même, ce sont des éléments que nous avons pu avoir. Et à partir de là, nous avons beaucoup d'informations qui sont à notre disposition aujourd'hui et sur lesquelles nous pouvons travailler. Voilà, monsieur le DG, quel regard vous, au niveau de l'ANPE, vous avez porté sur cette enquête qui a été menée sur le terrain? Oui, les informations collectées confirment une réalité. La réalité des villes, de l'intérêt du pays, est dans l'artisanat de production, transformation des biens et de délivrance des services, aussi à cette petite échelle. Mais aussi autour des villes, une certaine ruralité. Ce que nous avons découvert qui est extraordinaire, la moitié ou presque au-delà de la moitié des petites entreprises sont en difficulté. Comment peut-on gérer les questions d'emploi si on ne prête pas attention à ces petites entreprises qui créent les emplois sur le terrain et qui sont en difficulté? Donc, les services publics d'emploi et les services du ministère du Commerce, la promotion des petites entreprises, ne travaillent pas encore suffisamment sur ce regard d'appui aux toutes petites entreprises, agricoles, non agricoles. C'est un boulevard devant nous pour que nous les aidions, maintenions les emplois qui sont là, mais les aidions encore à créer de nouveaux emplois. À Lomé, c'est vrai, on a de grosses affaires, mais la majorité de la population est dans ces affaires apparemment petites. Mais lorsqu'on met les petites rivières, on va faire le grand fleuve dont on a besoin. Monsieur Saguera, avez-vous senti, sur le terrain, avez-vous senti une certaine réceptivité de la part des enquêtés? Oui, alors ça, c'est méthodologiquement, nous avons connu des petits soucis. Il a fallu procéder à plusieurs étapes avant de pouvoir démarrer réellement l'enquête. C'est un peu technique, mais en deux mots, il a fallu d'abord que nous traduisions les questionnaires en langue locale pour pouvoir administrer dans plusieurs villes. Ça a été le premier réajustement. La deuxième chose, c'est que les populations, il faut le reconnaître, nous ont dit à maintes reprises qu'elles étaient fatiguées, qu'on vienne les questionner et que finalement, elles n'avaient pas de retour. Voilà, c'était ma prochaine question. Est-ce que ce n'est pas une enquête de plus? C'est un peu ce qu'ils nous disaient. Ah, voilà. Et vous savez, quand on est en train de travailler le nez dans le guidon, comme on dit, on a souvent tendance à oublier les bénéficiaires. Mais le fait qu'on nous l'ait dit suffisamment et assez régulièrement nous a permis aussi de mettre en place une suite. On en parlera peut-être tout à l'heure, qui sera prise en compte. Voilà, pour toute entreprise, il y a toujours des hauts et des bas. Alors, mais de manière générale, et quels sont les résultats obtenus aujourd'hui? Bon, les résultats, Commencez, il va compléter. Bon, aujourd'hui, on a l'ensemble des besoins de main-d'œuvre de ces petites entreprises du territoire. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, mes services à l'intérieur peuvent avoir le fichier et aller parler directement avec ces entreprises. Un garagiste qui veut recruter un jeune qui a été formé en mécanique auto, bingo, on parle avec lui, il peut être recruté. Je dis même en rigolant que emploi décent ou pas, c'est emploi. C'est-à-dire que celui-là qu'on veut recruter, ça lui permet de commencer quelque chose. Et ensuite, nous avons la série des métiers liés au secteur de ces villes. Et on a découvert qu'il y a de nouveaux métiers émergents avec la décentralisation qui se met en place, avec la question de développement durable. C'est aussi un vivier, un gisement sur lequel les ministères de l'agriculture, de l'environnement et de l'enseignement technique et même les universités doivent travailler pour proposer de nouveaux curricula. Et ça nous permet aussi de faire une meilleure orientation. Quand on sait en travaillant par exemple dans une mine, dans les savanes, et qu'on peut se former avec un bac plus 2 sur la conduite des dumpers, les gros engins, et qu'on va gagner 300 à 400 000 ou 500 000, qui va vouloir aller travailler pour le gouvernement, même si on a bac plus 5 et au-delà? On va vouloir être formé
dans 6 mois, 1 an, à aller travailler sur quelque chose d'utile. Voilà les questions d'orientation et les questions de design de la formation. Ça fait rêver, mais je pense que par de petits bouts de rêve, on peut arriver aussi à donner cela. On a tendance à toujours dire que le Togolais aime être au bureau. Est-ce que c'est une impression, est-ce que c'est une idée conçue, préconçue ou conçue? Est-ce que c'est une idée qu'on colle au Togolais? Est-ce que c'est la réalité? C'est vous qui étiez sur le terrain. Non, c'est une idée reçue. Le Togolais, comme l'ensemble des habitants de cette planète, il a envie de manger, de vivre décemment. Donc, il a besoin de travailler, un travail qui soit nécessaire à la communauté, à l'environnement dans lequel il vit. Et croyez-moi, sur le terrain, on a rencontré beaucoup de gens qui ne demandent qu'à être encadrés pour pouvoir travailler à l'air libre. Avant de poursuivre avec les résultats de notre enquête, suivons à présent un document sur le dynamisme de l'entreprise des jeunes au Togo, et c'est avec Augustin Kossi. Sortie de la précarité, un acte d'audace, un engagement de la jeunesse togolaise. Les jeunes, ils ont compris qu'il faut cette réelle volonté et ont opté pour l'entrepreneuriat, créer sa propre entreprise. Et les différents dispositifs mis en place par le gouvernement font de l'entrepreneuriat un secteur de plus en plus convoité par les jeunes. Chaque jour, les micro-entreprises s'ouvrent à tour de bras. En 2016, par exemple, 150 entreprises ont été créées, soit 8300 emplois directs et par ricochet, une dizaine de milliers de familles sorties de la précarité. Des diplômés sans emploi, des jeunes déscolarisés et des artisans, tous se rendent désormais compte que l'entrepreneuriat est une des solutions au chômage et à la lutte contre la pauvreté. De l'agriculture à la technologie en passant par les sciences ou encore l'artisanat, aucun domaine n'est laissé inexploré. Des milliers de jeunes s'illustrent grâce aux réformes innovantes entreprises par le gouvernement pour améliorer leur accès au financement. En l'espace de quelques années, une floraison d'opportunités leur est offerte. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes Fayèges pour l'accompagnement technique et financier, le programme d'appui au développement à la base Pradeb pour la réduction de la pauvreté à travers la promotion de l'emploi des jeunes et les divers produits du Fonds national de la finance inclusive, notamment l'AGICEF et l'AGRICEF. Ce sont des jeunes que nous suivons au quotidien. Ce sont des jeunes qui font des choses extraordinaires. J'ai le privilège de faire de temps en temps le tour des entreprises que ces jeunes ont créées et à chaque fois je suis émerveillée par le courage, par la détermination, par cette quantité de travail que ces jeunes offrent et surtout par le fait que ces jeunes veulent réussir et ils savent qu'ils peuvent réussir avec peu de moyens. Ce sont ces jeunes-là aujourd'hui que vous voulez accompagner. Parce que ces jeunes font des choses extraordinaires. Malheureusement, les Togolais ne les connaissent pas. Ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Ils ne savent pas qu'il y a un thé quinqueliba. Ils ne savent pas qu'il y a des jus de tomates qui sont fabriqués par des jeunes. Ils ne savent pas qu'il y a des jus de champignons qui donnent de la santé. Ils ne savent pas qu'il y a des jus de coco, de moringa, de différentes sortes de farines qui sont pour la plupart biologiques parce que nous connaissons au moins ce que nous leur consommons. Et donc les Togolais et les Togolaises ne savent pas. On ne peut pas consommer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ces jeunes ont besoin d'être valorisés. Ils ont besoin d'être encouragés, que nous leur transmettions un peu d'énergie, un peu de vitalité pour pouvoir continuer le parcours. Donc l'acte que nous posons justement va leur donner cette opportunité de se faire mieux connaître les Togolais, de faire connaître leurs produits. Également, dans le registre des actions de l'État en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, le projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans des espaces forains sont aussi régulièrement organisés pour leur promotion. Et pour les motiver davantage, l'État annonce en 2017 le prix Excellence entrepreneuriale qui va être décerné aux meilleurs entrepreneurs 2016 afin de faire d'eux l'avenir du Togo. On revient sur ce plateau, chers invités. Aujourd'hui, l'enquête a été réalisée, les résultats connus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, M. Sangala?
Alors, nous avons beaucoup de résultats. Ça, c'est une première satisfaction. Nous avons des demandes d'emploi fermes. Nous en avons eu 1310. Demain, les équipes de l'ANPE vont pouvoir aller sur le terrain. Et pour voir ces emplois, ce sont des personnes, des promoteurs qui nous ont dit « Moi, je cherche à embaucher, mais je ne trouve pas. Est-ce que vous pensez ça possible au Togo ?» Eh bien, c'est possible. Ils ne trouvent pas. Nous avons fait cette enquête auprès de personnes qui ont bien voulu répondre à ces questions. La première chose que nous allons faire, c'est d'aller dans les villes, de retourner dans les villes pour leur donner les résultats de ces questionnaires. Ils ont besoin de savoir ce que nous avons pu observer dans leur ville. C'est la première information qu'ils vont avoir sur ce qui se passe concrètement dans leur ville de façon globale. Donc c'est prévu. Nous allons donner les informations à tous les acteurs de l'emploi au Togo, afin que chacun y puise ce dont il a besoin, le matériau de départ pour pouvoir réaliser ses propres politiques. Le ministère de la formation professionnelle a besoin de mettre en place des nouveaux curricula, a besoin de mettre en place des nouveaux métiers au Togo, et ils ont les outils pour pouvoir le faire. Tous les acteurs qui en ont besoin pourront l'utiliser. Enfin, cette enquête sera disponible sur le site internet de l'ANPE et de la direction de l'Observatoire de l'emploi, qui est le partenaire technique avec lequel nous avons travaillé. Et chaque Togolais, de façon individuelle, peut juste aller cliquer sur une ville pour avoir toutes les informations que nous avons pu découvrir dans ces villes. Je peux dire que c'est l'information. Aujourd'hui, nous avons l'information, l'action reste à venir. Voilà. Au niveau de l'ANPE, quelle suite vous donnez au résultat de cette analyse-là? Oui, nous avons découvert de nouveaux métiers, c'est important. Techniciens d'irrigation de forage, ceux qui doivent travailler pour gérer le machinisme agricole. Et même au niveau des métiers de forgeron, pas le forgeron du village. Mon ami est de Bandjeli, il dit c'est pas le forgeron de Bandjeli. Forcément, mais celui-là qui va travailler à fabriquer les outils aratoires et un peu plus ou moins automatisés. Donc il y a une flopée de métiers auxquels on ne prêtait pas d'attention. Et ça va se faire. Maintenant, au niveau des services de l'ANPE et tous les dispositifs d'emploi, et même de la Chambre de commerce, nous avons un défi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller appuyer ces petites entreprises en difficulté? C'est une opportunité pour que nos jeunes qui ont fait les BTS en gestion, finance, comptabilité, économie, nous les formions pour que ceux qui sont un peu de ces milieux, avec quelques appuis, aillent donner les appuis dans les milieux. Ça aussi, c'est de l'emploi à créer. Une fois que ces entreprises seront un peu plus à l'aise, on peut avancer. Bon, nous avons l'obligation de reconfigurer, de soutenir mieux nos services. Parce que nos deux agents que nous avons par ville, avec quelques moyens, une moto, oui, on peut travailler un peu, mais l'interlocuteur de mes collaborateurs, ce n'est pas le directeur de l'Ecobank de Lomé. C'est le garagiste, la dame qui gère le salon de coiffure et même la vendeuse de bouillie au marché. Voilà les éléments qui vont bouger dans la qualité de nos services aussi. Voilà. Vous avez donc échangé sur les résultats de cette enquête-là jeudi dernier. Est-ce que déjà vous avez idée des pistes que vous allez explorer au niveau de l'ANPE? Quelques pistes qu'on peut indiquer. La partie agricole de nos territoires, couverte par les différents projets du ministère de l'Agriculture, n'ont pas encore été sondés. Et donc, on verra avec les équipes du ministère de l'Agriculture et les projets financés par les Allemands, aussi l'Agence française de développement, pour compléter. C'est autour de février prochain qu'une grande enquête va être lancée pour sonder les possibilités de métiers porteurs et aussi la même démarche. Nous avons également certains projets de la Banque mondiale, notamment sur l'économie numérique. Avec le ministère de l'économie numérique, il y a des milliers d'emplois aussi qui sont annoncés. Il faut les mettre sur la table. Et puis nous avons aussi sur les mines, avec la Banque mondiale, un projet de 14 millions, dont une partie concerne la reconfiguration des curricula pour qu'on n'ait pas besoin d'aller recruter des Zambiens, des Ghanéens et des gens ailleurs, qu'on puisse donner des réponses. Donc projet par projet, coopération par coopération, nous allons faire ce travail. Et puis il y a la Banque africaine de développement qui met en place des ressources pour le gouvernement. Sur 2018, on fera une grande enquête sur les besoins de compétences de maintenant jusqu'à 5 ans de l'agriculture
Et puis il y a les questions d'agropole sur lesquelles l'UNESCO nous a donné des ressources. Donc, sur le côté de la coopération et des outils, il y a également une extension. Finalement, ce que nous devons faire en additionnel, c'est d'alimenter ce système d'information disponible permanemment, pour que les gens soient capables de prendre des décisions. Nos parents et nous-mêmes, on fait des erreurs, on veut que la personne devienne avocat, ceci ou cela, parce que c'est ce dont on rêve. Mais s'il y a de l'emploi à l'intérieur du pays, avec même l'enseignement, c'est un besoin, selon le ministre, de 13 000 emplois dans l'enseignement. Dans la santé, on a les chiffres. Et donc, on doit travailler sur tous ces paramètres pour booster la question de l'emploi maintenant. Voilà. Et s'il faut peindre, je reste avec vous, M. Amoussou, s'il faut peindre le tableau des relations entre l'ANPE et ses partenaires et surtout avec le GIZ, qu'est-ce que vous allez dire? Quel tableau allez-vous présenter? Le tableau, il est joli. C'est ce que je vous dis, je ne trouve pas un autre mot. C'est-à-dire que le gouvernement a eu l'inspiration de travailler ardemment pour faire revenir la coopération allemande. Et le modèle allemand comporte cet élément de pragmatisme sur lequel, vous le savez, depuis les temps coloniaux, les premières écoles de formation professionnelle à Brode à Romé et d'autres ont fait leur preuve au port de Lomé, ont formé des apprentis qui savaient et qui étaient déployés, et même dans la construction, même dans le Sahel aujourd'hui. Donc, la coopération est bonne. Une fois que j'émets une idée, validée par mes autorités, ils ont des débuts de réponse. Et ça, c'est ce qui fait le charme de ce qu'on fait. Voilà, et du côté du GIZ, c'est la même vision? Ah oui, absolument. Nous travaillons de façon extrêmement étroite avec la NPE et les relations sont bonnes parce qu'on a une vision commune. On a une vision commune, on comprend ensemble les besoins du territoire et on y répond ensemble. Donc je peux dire que vraiment les choses se passent très bien. Voilà. Et par rapport aux civils concernés par l'enquête, quels sont les services offerts par la NPE? Nous pouvons citer les services traditionnels qui vont être approfondis et rénovés. Nous ne dérivons pas suffisamment de l'orientation scolaire et professionnelle dans nos espaces. Un parent peut se lever à Cara et dire mercredi soir, mon fils, tu es en 4e, je t'amène à l'ANPE. Ils vont nous parler des métiers. Et je veux savoir sur quoi je vais mettre de l'effort pour renforcer tes mathématiques. Je souhaite que tu deviennes ingénieur. Il semble qu'il va y avoir de l'argent dedans. Tu deviens médecin. Donc, ce travail d'orientation va être approfondi avec les conseils d'orientation du territoire. L'autre élément, c'est l'intermédiation. Il y a un travail financé par les Japonais. On fait le lien des gens qui doivent venir travailler. Ça, on sait le faire. L'autre élément, c'est le volet de l'entrepreneuriat. On le partage avec le FAER, le PRADEF, mais une certaine cohérence nous permet d'accompagner mieux les gens depuis l'éveil entrepreneurial. À la limite, je dirais depuis le biberon ou le lait maternel, jusqu'à ce que le miracle de l'entrepreneuriat se fasse. Et puis, sur l'information, nous serons à l'aise pour le faire dans nos espaces. Voilà les quelques éléments qui vont être approfondis. Et quel impact de l'enquête sur ces services-là que vous venez de décrire? Lorsqu'on a la chance d'avoir l'émission des besoins au plus proche du terrain et une meilleure écoute, on a l'obligation de développer des solutions qui adressent. On ne va pas faire encore des programmes un peu, à la limite, un peu en griffe, usine à gaz, c'est-à-dire loin de la réalité. C'est de façon très serrée, avec la réalité terrain, qu'on va reconfigurer les prochains programmes du gouvernement pour adresser la question de l'emploi. Ouais. L'inadéquation emploi-formation, on en parle depuis des années et la question revient toujours sur toutes les lèvres. Alors, quelle solution? Il n'y a pas de solution magique ni miracle, mais en réalité, il suffit d'étudier le terrain. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé des discussions avec l'Union des chambres des métiers, par exemple, pour voir dans quelle mesure les formations, les apprentis qui sont formés aujourd'hui peuvent être insérés sur le marché du travail. Il faut préparer les gens à ça. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il est extrêmement important de former des gens pour un marché où le besoin se fait ressentir. Vous ne pouvez pas former des gens sur des métiers qui sont saturés. Ça, c'est la première des choses. Mais à partir du moment où on sait les besoins des populations, les besoins de l'activité socio-économique, on peut former des gens dont l'économie a besoin. Et à partir de ce moment-là,
ça peut commencer à résorber et à résoudre le problème de l'inadéquation emploi-formation. Alors aujourd'hui, on parle de l'assurance qualité au niveau de l'enseignement supérieur. Un instrument, un projet que pilote le professeur Décon. On en avait parlé sur ce plateau il y a quelques semaines déjà. Alors, est-ce que vous pensez que cet instrument peut aider aussi à résoudre ce problème d'inadéquation emploi-formation? Oui, forcément. Avec les résultats que nous avons, et puis ceux qui vont venir, on se rend compte qu'à l'université, ils forment des ingénieurs agronomes. Mais dans quelles conditions? Des conditions très théoriques, avec une immersion assez limitée. C'est dans le champ qu'il faut former les gens. C'est-à-dire, les villes de Kara, de Palimé, devraient accueillir les étudiants de l'école agronome, et même de l'INFA de Tové. Quand ils sortent, la plupart veulent être cravatés sur le ministre Gazazi. Et non, on a dit qu'il n'y a pas suffisamment d'emplois pour les cravater. Donc, le système doit, même universitaire, doit travailler avec les résultats du terrain. Le professeur Tchakpele m'avait dit une fois, M. Amoussou, vous parlez si bien de ces questions, mais trouvez les ressources, sortez-nous les informations. Nous, au niveau universitaire, nous sommes prêts à revoir nos curricula. Voilà cette révolution. J'allais dire que les professeurs ou bien les enseignants de l'ESA, de l'école supérieure d'agronomie, ne sont pas de cet avis. Les ingénieurs n'ont pas leur place dans les champs. Ils disent qu'ils ont leur place à l'université et c'est sur papier qu'ils donnent les connaissances et c'est maintenant ceux qui sortent de l'INFA de Tové qui ont leur place dans les champs. Erreur grave. Ils ne voyaient pas souvent. Ils n'ont qu'à voyager dans le monde entier. Un ingénieur agronome n'est pas qu'un bureaucrate. Il n'a pas forcément sa place. Sauf si les chercheurs, même le chercheur, il y a des instituts de recherche dans la sous-région, à Ibadan et à Cotonou, qui travaillent sur le maïs, les semences. Il va rester dans ses éprouvettes, juste pour donner un résultat. Non, il ne faut pas qu'on nous vende des nous voyons. Ils ont leur champ d'expérimentation, oui. Il faut briser cette façon de voir les choses. L'université n'est pas une fabrique de chômeurs au numéro 1. L'université doit donner la recherche, mais aussi la connaissance, mais les solutions pratiques de la vie de la société. Dans cette posture, il faut briser les paradigmes et arriver à ne pas voir l'université francophone comme on en a hérité, comme quelque chose qui est négatif. Voilà, donc nous parlons dans cette émission surtout et des informations sur le marché du travail. Voyons à présent l'importance de la communication dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, et c'est avec Silver Aboudjou. Après son parcours universitaire, il s'est lancé très tôt dans l'auto-emploi, un rêve qui lui tenait à cœur. À Glago, ce jeune entrepreneur a pu, grâce au concours du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, monter cette mini-entreprise dénommée Mobile Labo. La structure met au service du monde éducatif du matériel didactique de tout genre. Un projet qu'il a choisi pour relever les défis liés à l'enseignement de la science. Lorsque l'enseignant veut faire le cours sur l'attention alternative et se sert de ces éléments pour dispenser son cours, vous allez voir que les enfants vont facilement comprendre ce cours. Donc ce sont là ces différents matériels que nous proposons à des établissements scolaires. Ce jeune entrepreneur compte faire découvrir ses produits et le seul créneau pour y aboutir, la communication. Et justement, un partenariat vient d'être signé entre le ministère du Développement à la base et celui de la communication. Une opportunité offerte aux jeunes initiateurs de projets de faire la visibilité de leurs activités. C'est vraiment un bon partenariat, c'est notre cadeau. Je ne sais pas, je ne saurais pas comment exprimer la joie qui m'a animé lorsque j'ai eu cette information. Et donc je demanderai vraiment à ce que ça puisse se mettre en exécution. Ceci va nous permettre de pouvoir bien communiquer sur nos produits. Il ne faut pas seulement privilégier certains jeunes par rapport à d'autres. Il ne faut pas que ça se limite seulement à Lomé, il faudrait aussi aller à l'intérieur du pays. Chacun des jeunes entrepreneurs ambitionne de faire de son projet une réussite. Et les médias d'État, la TVT, Radio Lomé, Radio Kara et le quotidien Togo Presse constituent pour eux une vitrine. Sans la communication, le produit est mort. Chaque création doit se faire connaître par une communication, en passant par les publicités, en passant par la télé, en passant sur les réseaux sociaux. C'est très important actuellement. Sans communication, le produit n'est mort. C'est pourquoi c'est très important. Il faut développer la communication pour chaque produit. Le gouvernement marque un pas de plus dans son engagement
à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. La communication, la promotion publicitaire gratuite pendant 3 ans pour les néo-entrepreneurs est un coup de pouce stratégique pour appuyer l'accompagnement technique et financier dont font l'objet ces jeunes dans le but de leur conquérir des marchés. Retour une fois encore sur ce plateau. Monsieur Amoussou, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2017. Alors, quel bilan de gestion de la NPE? Et merci beaucoup. Je peux donner quelques chiffres sur la période de 7 ans, sur ce que donnent les efforts du gouvernement. On peut considérer que sur les 40 000 personnes qui rentrent chaque année sur le marché du travail, dont 10 000 diplômés, nous avons pu enregistrer 50 000 personnes de 2011 jusqu'à 2017. Vous allez me dire, mais le reste, ils vont où? Ils n'ont pas la bonne information. Nous travaillons pour les sensibiliser, pour que nous n'ayons pas trop de guichets d'enregistrement des demandeurs d'emploi. Le guichet unique va être l'ANPE. Tous ceux qui sortent, même ceux qui n'ont pas été à l'école, on doit les inscrire. Et à partir de là, on a pu, sur les 50 000, donner, par le biais des recrutements, des placements, à 8 000 personnes la possibilité de travailler, avec des contrats dans les entreprises. Et puis il faut ajouter au niveau du programme aide, nous avons placé de 2011 jusqu'à maintenant 7 000 stagiaires jusqu'à fin décembre 2017. Et nous avons également, par le biais de l'entrepreneuriat, encadré 2 000 personnes dont la solution se trouve au niveau du PRADEP et du FAEJ en termes de guichets financiers. Et donc il y a un écart important. Le marché recrute. Nous n'avons pas tous les chiffres de ce que les entreprises font. Nous n'avons pas tout retracé. Le peu que nous avons retracé nous permet de regarder ce qui a été fait, ce que le gouvernement a pu faire avec les moyens, mais aussi le chemin à parcourir. Donc on peut indiquer cela qu'il y a la proximité maintenant. On ne peut pas dire, bon, si quelqu'un est à Pagoda, c'est vrai qu'il est obligé de faire le chemin jusqu'à Kara. Je souhaite que nous ayons plus de proximité avec la décentralisation. En ce moment, l'ANPE doit avoir des relais dans les préfectures, dans les communes. C'est 112, 114 communes. Pourquoi on élit un maire? Il doit être capable de régler les questions d'emploi. Nous allons les aider, les nouveaux maires qui vont venir, à intégrer les questions d'emploi sur le territoire, à trouver des solutions territoriales ensemble avec nous. Voilà ce que je peux dire en termes de bilan. Des projets et des services, de nouveaux services à proposer? Bon, ce qu'on a comme ossature de services rentre dans la panoplie de ce qu'on retrouve en Europe et également au Maghreb. Ce que veut indiquer, février, mars au plus tard, nous allons inaugurer maintenant le débat de la Cité des métiers Lomé, avec la possibilité sur 500 mètres carrés pour pouvoir aller découvrir tous les métiers du monde entier, avec l'électronique des conseillers qui vous... Et puis aussi, ceux qui sont en transition de carrière, si vous êtes assistant de direction quelque part, vous êtes un peu fatigué, passez à autre chose, on va vous conseiller et vous donner les ressources nécessaires. L'autre service, c'est les services à la personne. Nous avons dit que dans les ménages créent l'emploi. Toutes les jeunes dames qui sont en âge de procréer avec les jeunes doivent avoir un peu libéré avec du personnel professionnel pour vaquer à leurs occupations. Nous formons des gens professionnels et nous mettons à niveau des personnes. C'est à peu près entre 5 000 et 10 000 emplois nouveaux, avec les 30 000 personnes qu'il faut mettre à compétition et à capacité. Et puis, ce qui est nouveau sur 2018, c'est le programme national d'adaptation. Nous avons statistiquement entre 1,5 million et 2 millions de personnes dont les profils sont inadaptés. Et quand ils vieillissent dans le chômage, ils deviennent plus aigris. C'est la bombe. Nous avons la solution pour démarrer avec les ressources de la NPE, une vingtaine de millions, et aussi l'argent de la BAD, trentaine de millions pour conseiller les gens, leur donner la formation pisciculture, aquaculture, 3 à 6 mois, 9 mois, et puis les aider à aller chercher l'argent du FAEJ, s'installer dans les bassins aquacoles, par exemple, ou d'autres choses. Ça, c'est concret, nous allons démarrer ça. Et puis, pour les employeurs, il faudrait que toutes les offres du marché soient fluides et équitablement connues. À partir de son ordinateur, le DRH de Togoport ou de Lomé Conteneur Terminal peut positionner une offre. On peut le voir dans le monde entier, nous allons le faire. Et puis, avec la coopération, engager les entreprises, les grandes, à recruter des apprentis, les encadrer sur une période de 3 ans, avec l'argent du gouvernement,
de telle façon que, au bout de 3 ans, si on les forme en alternance avec les RTFP, on les entue. Et nous vieillissons, nous partons. Il faudrait que les jeunes, on les forme et qu'ils soient utilisés sur place. Et je pense que nous voulons faire de l'agence de Nyenkanakwe le modèle. Allez dans 2 semaines à Nyenkanakwe, vous allez trouver une dizaine d'ordinateurs, climatiseurs à l'avion. On n'écrit plus les CV sur les cuisses, c'est extraordinaire. Nous faisons de Nyenkanakwe en 2018 l'agence modèle de Togo. Oui, Vision 2030, nous voulons faire des choses assez importantes comme partout. D'accord. On va dire un mot sur les actions de la GIZ au Togo. Qu'est-ce que fait concrètement, à part cette enquête-là? Qu'est-ce que fait sur le terrain? Alors, la GIZ, je ne suis pas habilité à parler de la GIZ. Il y a un service communication qui le fait très bien. Mais je peux néanmoins vous dire qu'il existe plusieurs programmes. Je vous ai cité tout à l'heure le Profopej, qui est le programme qui s'est occupé de cette enquête. Il y a le PRODRA, qui est un programme qui s'occupe du développement rural. Il y a le PROCIV, qui s'occupe des centres d'innovation verte, etc., etc. La coopération entre le gouvernement togolais et le gouvernement allemand se passe extrêmement bien. Les enjeux sont là, les solutions aussi se trouvent au fur et à mesure, et je pense que l'avenir nous réserve de belles surprises. On va faire un dernier tour de table pour sortir de cette émission. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez l'entrepreneuriat des jeunes dans ce pays d'ici 20-30 ans? Je commence par vous. Alors, je pense que nous sommes sur un terreau extrêmement fertile. Aujourd'hui, nous avons des problématiques au Togo qui sont les mêmes que dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. On dit marche ou crève. L'entrepreneuriat est extrêmement sélectif. N'est pas entrepreneur qui veut. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est volontaire, qui est décidé et qui sait où il veut aller. Des fois, il ne sait pas, il tâtonne, mais il y arrive. Il faut de l'abnégation. Comme je vous l'ai dit en introduction, nous avons trouvé à l'intérieur du pays des populations qui étaient extrêmement motivées, très travailleuses. Franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, non pas surpris, mais séduit. Parce que, vous savez, on entend toujours les gens dire oui, mais ils sont paresseux, les gens ne veulent pas travailler, les gens ne veulent pas ci, les gens ne veulent pas ça. Mais je vous assure que, sincèrement, sur le terrain, c'est pas ce que nous avons constaté. Alors, je peux vous dire que, entre l'énorme travail qui est en train d'être mené par le gouvernement pour créer des emplois salariés et la volonté extraordinaire des populations qui veulent y aller et les mesures d'accompagnement qui sont mises en place, franchement, j'espère, j'envisage que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons avoir dans quelques années des entrepreneurs qui seront vraiment dignes de ce nom, des entreprises qui embaucheront, etc., etc. Alors. Oui, sur le côté entrepreneuriat, laisser tant de regard nous permet de dire que nous connaissons les goulots d'étranglement. La qualité des services non financiers, de sensibilisation, d'encadrement, de formation, et aussi la possibilité pour nos jeunes entrepreneurs de compétir en qualité dans la sous-région au-delà est connue. Donc les services d'appui non financiers doivent être encore approfondis pour que les gens ne soient pas là dès qu'on démarre à chuter vite. Le deuxième problème, c'est le financement dont on parle. Moi je dis, pour rigoler quelquefois, ce n'est pas le manque d'argent qui est le problème. Il y a de l'argent de l'argent propre dans le monde entier. On peut mobiliser des ressources en Europe, dans le Golfe, et même les sous de la famille pour les mettre à disposition. Mais aussi, lorsque le jeune reçoit le financement, il s'installe, c'est comme les maladies infantiles, il faut le surveiller. Nous allons accentuer donc la qualité de notre appui. Il y a une conférence que l'AFD et certains acteurs tiennent en ce moment à Lomé, nous allons aussi recueillir. Et puis, les gouvernements instruisent la BCAO de mettre un paquet d'argent. Ils disent aussi, pour que les banques ne soient plus frileuses à prêter aux jeunes et aux moins jeunes. Et finalement, la question du développement des PME et des TPE. Et je pense qu'on va changer aussi le paradigme. On parle d'entrepreneuriat des jeunes, mais entrepreneuriat tout court, jeune ou pas jeune, ce n'est pas c'est l'entreprise qui est jeune. Je suis à 60 ans, si on m'aide, si on m'appuie, je veux créer des emplois pour les jeunes. Donc ne disons plus disons 18 à 35 ans, c'est l'entreprise qui est jeune. L'emploi qui est jeune.
Voilà ce que je peux dire. C'est pas les concernés qui sont jeunes. Non, ils sont jeunes, ils sont dedans, mais il faut voir un peu plus large au-delà. Voilà, merci chers invités d'être passés sur les plateaux de la télévision togolaise. Merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. Merci de votre bonne attention et à dimanche prochain.